Bienvenue au Club Politique du Figaro pour cette nouvelle saison. Alors je ne sais plus compter. Est-ce que c'est la troisième, la quatrième? En tous les cas, vous êtes les bienvenus et on est ravis de pouvoir parler politique. Et Dieu sait si ce sujet est au cœur de l'actualité. Alors nouvelle saison, nouvelles habitudes. On va un peu changer le conducteur, comme on dit dans notre jargon de l'émission. C'est-à-dire qu'on va se consacrer à un thème, un sujet, et qu'on va envisager sous plusieurs aspects. Et aujourd'hui, ça ne vous étonnerait pas beaucoup, on va se consacrer à M. Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre, avec nos invités qui ont beaucoup de choses à dire. A tout de suite. Alors, plusieurs facettes, ça veut dire, est-ce que la méthode, Lecornu, qu'on peut déjà un petit peu percevoir, est-ce qu'elle est la bonne? Jusqu'où il peut aller avec le Parti socialiste? Et puis, quelle attitude il doit adopter face au Rassemblement national qui semble lui mettre la pression? De tout cela, on va parler avec Guillaume Tabar, rédacteur en chef au Figaro, éditorialiste politique, avec Claire Conneruth du service politique, tout comme Louis Osalter, et Pascal Perrineau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être, ou bonsoir plutôt, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer notre émission, je vous propose un petit sujet qui fait à peine 2 minutes sur Sébastien Lecornu lui-même. Lundi dernier, l'Assemblée nationale a renversé le gouvernement de François Bayrou. Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre dès le lendemain, Sébastien Lecornu, 39 ans, un fidèle du président depuis 2017. Avant tout premier mandat électoral, le natif d'Aubonne, dans le Val d'Oise, a été initié à la politique par son grand-père, un gaulliste convaincu. Il milite à l'UMP à 16 ans, puis devient assistant parlementaire du député Franck Gillard alors qu'il n'a que 19 ans. Il est ensuite nommé conseiller de Bruno Le Maire au secrétariat d'État des Affaires européennes dans le premier gouvernement de François Fillon. C'est en 2014 qu'il effectue son premier mandat électoral. À 27 ans, il devient maire UMP de Vernon. Puis le 2 avril 2015, il est élu président du conseil départemental de l'Eure, devenant à 28 ans le benjamin des présidents des conseils départementaux de France. En 2016, après avoir dirigé la campagne de Bruno Le Maire pour les primaires de la droite, il devient directeur adjoint de la campagne de François Fillon, candidat désigné des Républicains. Mais il quitte ses fonctions lorsque ce dernier est mis en examen. Il rejoint Emmanuel Macron et son mouvement au lendemain de sa victoire aux élections présidentielles, et ce dernier le nomme secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique. À partir de ce moment, il ne quittera plus le gouvernement. Ministre chargé des collectivités territoriales à partir de 2018, puis ministre des Outre-mer de 2020 à 2022, avant de devenir ministre des Armées et donc Premier ministre depuis mardi dernier. À noter également que le nouveau chef du gouvernement est réserviste dans la gendarmerie nationale. Merci Sacha pour ce sujet. Vous l'aurez compris, c'est un garçon qui n'a pas fait les grandes écoles comme beaucoup d'autres et puis qui a l'expérience du terrain puisqu'il a été maire d'une ville de la périphérie de Paris qui s'appelle Vernon et depuis à l'âge de 27 ans. Alors Guillaume, ça fait maintenant quelques... Juste, Vernon, c'est pas la périphérie de Paris, si, c'est la grande périphérie. C'est la deuxième ville du département de l'Eure, donc oui. C'est une île pleinement normande. C'est ce qu'on appelle la France. Pardonnez-moi cette réaction de Normand, de revendiquer Vernon comme étant une ville normande et non pas une ville parisienne. C'est ce qu'on appelle aussi la France périphérique, telle que l'expliquait. Après, on est effectivement telle que l'expliquait Jérôme Fourquet. C'est ça que je voulais dire. Guillaume, donc ça fait quelques jours maintenant qu'il est en place. Il est plutôt avare de paroles, à part une interview dans la presse quotidienne régionale. Comment il faut le voir, le regarder? D'ailleurs, lui-même revendique, au moment de sa nomination, il a revendiqué de ne pas être un Premier ministre bavard. Il faut dire qu'il passait juste après une séquence où François Bayrou, dans sa tournée des adieux, avait fait je ne sais pas combien d'interviews. Enfin, il avait fait toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux possibles en une semaine. Mais même, c'est par tradition, un Premier ministre commence toujours par faire un 20h, ce qu'avait fait Michel Barnier après sa nomination. Lui a dit au contraire, non, je ne veux pas être bavard. Pourquoi? Parce que je veux d'abord discuter avec les acteurs politiques et aussi syndicaux pour chercher les conditions d'un compromis. Donc, c'est avec eux que je veux parler avant de prendre l'opinion à témoin. Là, il fait finalement une cote mal taillée parce qu'il fait une interview à la presse régionale. Alors, il peut dire, je ne fais pas un 20h, c'est pas la même exposition, mais quand même, il fait une intervention médiatique et dans laquelle il lâche déjà le premier trophée. Bon, qui est ces fameux 2 jours de jours fériés qui sont abandonnés, enfin la suppression de ces jours fériés qui est abandonnée
pourquoi pas? Et non seulement on peut dire que c'est du bon sens, parce que cette mesure, personne n'en voulait, et on voit bien qu'elle était mal taillée, etc. Mais précisément dans la mesure où c'était une revendication des oppositions. Le PS, le RN, enfin tout le monde disait il faut supprimer ces 2 jours. Si Sébastien Lecornu, au terme de négociations avec le PS, avait dit écoutez, voilà, vous me demandez ça, allez, je vous l'accorde. C'était un premier élément de compromis. Or là, il commence par donner de lui-même une mesure importante. C'est quand même 4 milliards d'euros, c'est pas rien par rapport à l'équation budgétaire à trouver. Donc je trouve un peu curieux que précisément, il prenne la voie médiatique pour lâcher de lui-même quelque chose qui aurait Déjà un premier élément qui est un élément important. Oui, alors que ça aurait pu s'inscrire dans un parcours de négociation avec les oppositions. Bon, ça c'est peut-être un petit détail. Mais après, vous avez raison de parler de méthode, parce que c'est même pour ça qu'Emmanuel Macron l'a nommé. Vous savez, lorsqu'Emmanuel Macron essaye auprès de différents interlocuteurs d'expliquer pourquoi il a fait ça, il dit en gros, Bayrou s'est mal pris. Il ne le dit pas en ces termes-là, mais c'est ça qu'il veut dire, Bayrou s'est mal pris. Donc si on change de méthode, on va y arriver. Or, moi, je suis persuadé que lorsqu'il s'agit de faire avancer un pays, lorsqu'il s'agit de faire passer des décisions difficiles, bien sûr, la méthode compte, la méthode est importante, mais le cœur du sujet, il n'est pas dans les méthodes, il est dans les mesures que l'on propose et dans le courage pour les faire aboutir. Alors, Louis Oesalter, on l'a beaucoup depuis qu'il est arrivé à Matignon. On dit c'est le clone de Macron. Moi, j'ai envie de dire c'est l'antithèse de Macron. Parce qu'il n'a pas fait les grandes écoles, il ne parle pas comme lui, il n'est pas aussi bavard que lui. Oui, il est plus macronien que macroniste. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que Sébastien Lecornu, en effet, ne serait-ce que par le parcours, c'est l'antithèse d'Emmanuel Macron. Il n'est pas un énarque qui est ensuite allé faire de la banque chez Rothschild avant de se lancer dans la présidentielle sans avoir eu aucun mandat avant. Il a eu des mandats, vous l'avez rappelé, dès sa vingtaine. Il était déjà élu local, il a été plus jeune président du département de France dans son fief de l'Eure, justement. Et ça, c'était un parcours qu'il avait déjà, un solide parcours d'élu local, qu'il avait avant 2017 de rallier Emmanuel Macron. Mais sa famille politique d'appartenance, c'était l'UMP, devenu ensuite les Républicains. Sur ce qu'il pense aussi, sur ce qu'il dit, parce qu'on ne connaît pas le détail de la pensée de Sébastien Lecornu, parce que c'est quelqu'un de discret, qui n'est pas très volubile en public, et là aussi on peut y voir un contraste avec Emmanuel Macron. Il n'approuve pas, en privé, il n'approuve pas, loin s'en faut, tout ce qui a été fait par Emmanuel Macron et les macronistes depuis 2017. Et ce n'est pas un hasard si c'est lui qui, au moment où la crise des Gilets jaunes éclate, devient le maître d'œuvre du fameux grand débat national, qui en fait devient une performance scénique d'Emmanuel Macron qui va lui permettre de s'en sortir, et non pas un recueil des cahiers de doléances qui ont disparu depuis. Mais n'empêche que Lecornu, à ce moment-là, était en première ligne. C'est lui qui a trouvé le premier lieu du débat, comme par hasard, dans le département de l'Eure. Et donc, il essayait lui-même, parce qu'il avait pressenti ces ferments de la colère contre une Macronie trop arrogante, trop technocratique, trop déconnectée de la France profonde d'où lui vient. C'est lui qui avait essayé de recoudre le lien entre Emmanuel Macron et le pays profond. Donc, à la fois par son parcours, par ce qu'il pense, par sa méthode, par son état d'esprit, par son caractère aussi, je dirais, c'est vrai que Sébastien Lecornu est très loin d'être un macroniste. Et pourtant, effectivement, c'est humainement un proche d'Emmanuel Macron. Parce que quand vous êtes président, vous savez, vous vous isolez, l'Élysée isole, et puis là, on est dans une période où tout le monde commence à comploter dans son dos parce qu'il ne pourra pas se représenter, parce que sa popularité est très faible, parce que depuis la dissolution, il est très affaibli. Sébastien Lecornu, il a misé la carte Macron jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'il est devenu ministre des Armées, ce qui était son rêve. Ça lui donnait cette position un petit peu de surplomb qui, à la fois, lui permettait de s'écarter de la tambouille politique du quotidien et de conserver une relation de proximité avec le président, qui nourrissait le rêve, lui aussi, de le nommer, surtout après un François Bayrou dont il était loin d'approuver la méthode un petit peu brouillonne parfois. Il est réserviste de la gendarmerie, il faut le dire. Alors Claire, comment on a perçu cette arrivée à Matignon du côté des Républicains ? C'est un peu les montagnes russes depuis sa nomination. Il y avait d'abord un ouf de soulagement pour les plus gentils et un ouf de méchanceté pour ceux qui avaient une détestation particulière de François Bayrou. Qui l'avait traité comme un traître à l'époque. Oui, et puis c'est très historique à droite, la haine de François Bayrou, par ailleurs nourrie par un certain Nicolas Sarkozy. Tout ça s'inscrivait quand même dans une histoire très globale et très ancrée. Il n'empêche, le premier mouvement, surtout pour la droite au gouvernement, et il faut bien le préciser parce qu'il y a une droite au gouvernement, et puis après il y a plein de ténors dans le parti qui ont leurs propres opinions. Ça, ouais. Voilà, mais il y a d'abord eu ce réflexe de « Ah, il vient de chez nous, il est de chez nous ».
Donc on va pouvoir discuter. Ça va nous garantir des postes au gouvernement. Ça nous donnera peut-être des leviers pour négocier justement la base de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un accord gouvernemental ou un projet commun avec le socle commun. Donc. Depuis, ça tangue un peu parce que l'équation infernale de Sébastien Lecornu, comme on l'a expliqué, c'est de composer avec à peu près tout le monde de la droite au Parti socialiste. C'est vrai que les pistes de concession qui ont été évoquées ces derniers jours ont pu crisper notamment un certain Bruno Retailleau. Et en ce moment, on est en plein dans les négociations de jusqu'où va-t-on avec cette arme de négociation, c'est-à-dire si ça va trop loin. Ça, c'est Bruno Retailleau. Moi, je pourrais quitter le gouvernement. Et là, c'est une nouvelle donnée et bonne chance. Pascal Perrineau, de 1 à 10, vous lui mettriez combien? Non, de 1 à 10, il est au-dessus de la moyenne. Enfin, un Premier ministre qui commence, on ne va pas le plomber en le mettant en dessous de la moyenne. Donc, il est au-dessus de la moyenne. Et puis, si vous permettez d'évoquer un souvenir personnel, au moment du grand débat national, j'étais un des garants du grand débat national. Bien et donc, ça a été pendant 3 mois, avec Emmanuel Wargon, mon interlocuteur. Et donc, je le voyais régulièrement. Et cet homme que je ne connaissais pas, au prime abord, m'a toujours surpris justement par sa méthode très personnelle. Quand il est dans une réunion, et Dieu sait si les réunions n'étaient pas simples au moment du grand débat national, il écoute avant de parler. Il parle très peu. C'est lui qui dirigeait les réunions. Il écoutait tout le monde. Et nous étions parfois une vingtaine autour de la table. Et ensuite, il a un art particulier pour tenter de se mettre au centre de gravité de tout ce qui s'est dit. Il n'a pas, j'allais dire, a priori, une idée fixe qu'il cherchera à imposer. Non, il écoute, il fait le tour de table et il se met au centre de gravité. Là, il y a une méthode. Je ne sais pas s'il pourra continuer cette méthode, mais il y a une méthode, Lecornu. J'ai rarement vu ça chez d'autres politiques. Et il fait ça avec beaucoup de discrétion, beaucoup de modestie et un certain talent. D'autre part, ce n'est pas un Premier ministre tout à fait comme les autres, vous l'avez dit. On revient à des premiers ministres qui sont des politiques, parce que c'est vrai qu'ils n'aiment pas beaucoup les feux de la rampe, mais c'est un vrai politique. C'est un vrai politique qui sait discuter avec tout le monde. Peu de gens le haïssent. Dieu sait si la politique est un métier où on vous déteste. Très souvent, il y en a d'autres. Mais là, c'est un métier où on est souvent détesté. Et c'est un homme qui est assez peu détesté. Il a l'oreille, à la fois de certains membres du RN, de certains membres du PS, bien sûr de son ancienne majorité, et de l'actuelle majorité présidentielle. Donc il a un spectre assez large. Cependant, je partage le sentiment de Guillaume. Sa tâche est une tâche quasi impossible. C'est vraiment le Premier ministre de la dernière chance. Ouais. Parce que s'il ne réussit pas, je ne vois pas très bien à la fois quel autre profil pourrait réussir, et je ne vois pas très bien comment le président osera à ce moment-là nommer, en un temps aussi bref, le 4e Premier ministre. Après Barnier, Bayrou, Lecornu, vous voyez, bon. Et donc là, se posera la question du recours au corps électoral, et donc de la dissolution. Parce que, bon... C'est la dernière station, alors. Pour moi, c'est un peu la dernière station. Je sais que certains parlent déjà de ce qui n'a pas été encore exploré, c'est-à-dire un ministère technique, comme on en avait eu en Italie. Mais moi, je n'y crois pas tellement. Et j'ai véritablement l'impression, là, que c'est le dernier tour de chauffe, et que ça durera... Alors, ça durera entre quoi et quoi? Barnier, 2 mois, Bayrou, 9 mois. Ben voilà, c'est quelque part entre les deux. Oui, moi je dirais ça peut être plus bref si d'emblée il n'arrive pas à trouver de compromis, avec une censure qui peut être immédiate d'initiative de LFI et votée par les autres. Mais si jamais il franchit ce premier cap et qu'il entre dans une négociation qui lui permet d'aboutir ensuite à un budget, pour le coup, après, personne ne croit une seule seconde que ce gouvernement fera d'autres réformes d'ici la fin du quinquennat. Mais je pense que s'il franchit cette étape, pour le coup, il peut espérer tenir jusqu'à la présidentielle de 2027.
Il peut aller jusqu'à la présidentielle de 2027. Potentiellement, mais mon pronostic, enfin, je pencherais plutôt pour la borne courte, pour la borne longue. Ouais. Et comment il est perçu dans le bloc central Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de chez LR Tout à fait. C'est quand même une pièce rapportée. Et ça, Dieu sait que chez les proches historiques d'Emmanuel Macron, il y a toujours deux mondes. Il y a les historiques, vous savez, c'est les soldats à l'armée, ceux qui ont fait le pont d'Arcole. Les Mormons. Et puis il y a ceux qui se ralliaient à l'empereur plus tard. Donc c'est un peu pareil. Parmi les grognards historiques, vous direz que c'est une pièce rapportée. Il n'empêche que Sébastien Lecornu, il est quand même dans le dispositif présidentiel depuis 2017, depuis le début. Alors à l'époque, personne ne connaissait, ne calculait ce secrétaire d'État à l'écologie qui à l'époque avait pour mission en fait de gérer Nicolas Hulot, parce que c'était une mission quasiment à temps plein, gérer un ministre capricieux qui menaçait de démissionner et qui a fini par le faire, et qui petit à petit a fait une sorte de cursus honorum macroniste en restant proche du président et en lui rendant service à la fois sur ses tâches de fond ministérielles et aussi sur des tâches politiques qui ont été par exemple le grand débat, le ministère des Outre-mer, très politique, et la campagne présidentielle de 2022, puisque Sébastien Lecornu en a été un des maîtres d'œuvre aux premières loges. Donc il est perçu, c'est un être hybride quelque part. Effectivement, il a un passé politique, il vient de l'UMP devenu Les Républicains, mais il a fait tout le parcours, et maintenant on a envie de dire le chemin de croix, du macronisme au pouvoir, et ça fait quand même 8 ans. Voilà, donc charge à lui. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est paradoxal. Au moment où tout le monde lui réclame de partager le pouvoir, lui explique qu'il a perdu les élections, qu'il doit absolument lâcher du lest sur le fond, et notamment sur sa politique économique et sociale, nommer quelqu'un non seulement issu du bloc central, mais devenu un proche parmi les proches, peut apparaître comme un paradoxe. Alors, la ligne officielle maintenant est d'expliquer que c'est précisément parce qu'il est proche du président qu'il pourra être libre dans son action, et surtout parce qu'il n'est pas soupçonné d'agenda caché. Le problème de Michel Barnier et de François Bayrou, c'est que, il y avait la ils l'ont dit présidentielle. publiquement, ils ont toujours pensé à l'élection présidentielle. Et on voit d'ailleurs que Michel Barnier s'active en ce sens depuis qu'il a quitté Matignon. Ce qui insupportait Emmanuel Macron, entre autres choses. Avec Sébastien Lecornu, il se dit... Là, au moins, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la liste des présidentielles de 2027. Il n'y aura pas d'agenda caché. L'appétit vient en mangeant. Comme va le dire Guillaume, je le devance, voilà, l'appétit vient à Matignon assez souvent, et on le voit avec beaucoup de prédécesseurs de Sébastien Lecornu. Alors, on va voir ce qu'il peut faire, parce que... Juste d'un mot pour prolonger ça, il ne faut pas remonter très loin dans l'histoire. Il faut quand même se souvenir que lorsque Gabriel Attal a été nommé pour remplacer Elisabeth Borne de Matignon, Au mois de janvier. en janvier 2024, c'était précisément le choix du confort présidentiel absolu. C'est la même chose. Emmanuel Macron nommait un type très jeune, il avait 33 ans, donc qui ne lui ferait pas d'ombre, qu'il avait fait entièrement, qui serait loyal, etc. Ça a duré un mois leur entente, et maintenant, Gabriel Attal se considère comme étant un candidat à la présidentielle, et même en rupture avec Emmanuel Macron. Donc là, pour l'instant, évidemment, faut se méfier. Ils ont intérêt à dire, mais... Calcul périlleux. Voilà. Enfin, il doit se méfier, nous. Ah oui, nous, on regarde. Alors, le principal problème pour lui, c'est de concilier les inconciliables, d'une certaine façon, et notamment vis-à-vis du Parti socialiste, sans fâcher les Républicains. Alors là, les socialistes font une pression importante pour justement dire bon, bah, nous, on ne censure pas, parce qu'il ne s'agit même pas de rentrer au gouvernement, je ne crois pas que ça soit ça, c'est on ne censure pas si. Et les Républicains qui sont déjà là, qui sont pour certains en position de force, disent attention, il ne faut pas aller trop loin, parce que sinon, c'est le divorce. Voilà, donc c'est l'équation de Sébastien Lecornu. Oui, le Parti socialiste est a priori parti sur un principe d'accord de non-censure. Ouais. Alors c'est quoi un accord de non-censure? C'est pas écrit, c'est pas... c'est comme pour Bayrou, finalement. Oui, donc on en connaît la fragilité, disons. Pas Bayrou au début. Oui. Il n'empêche que ça marche suffisamment assez pour inquiéter Bruno Retailleau politiquement, c'est-à-dire dans quelle mesure les concessions, si elles arrivent, faites au Parti socialiste, peut l'affaiblir lui. C'est pas parce que vous n'avez pas le Parti socialiste à vos côtés dans un prochain gouvernement que ça vous exonère de l'accusation d'avoir... aider la gauche à faire passer certaines mesures. Donc, en réalité, en amont de la venue de Sébastien Lecornu,
les deux hommes se parlent depuis longtemps de ça, de comment, quel gouvernement, sur quelles mesures. Et à quelles conditions, moi, Bruno Retailleau, je reste. A priori, pour l'instant, c'est assez ancré, mais il y a eu de nouvelles tensions depuis l'interview de Sébastien Lecornu dans la presse régionale, où on a bien remarqué à Beauvau qu'il n'y avait aucune mesure sur le sujet de l'immigration. Ni de la sécurité. Ni de la sécurité. Donc ils se sont vus hier soir tous les deux ils ont dîné ensemble. Pour en parler. Donc ça a duré 2 heures. Donc on peut imaginer que le sujet a été largement abordé. Et ça, c'est un point que Bruno Retailleau doit pouvoir gagner, si vous voulez. Ça ne peut pas être le PS qui arrive à obtenir des concessions et Bruno Retailleau qui trace... Ça serait quoi des mesures sur l'immigration ou la sécurité qui seraient propres à les satisfaire? C'est un peu en cours de discussion. Ça peut... je ne sais pas, on peut... Vu qu'il n'y aura pas de grande loi, ça peut être l'AME. Il y a le projet de loi aussi qui n'est toujours pas passé de Darmanin. Oui, mais bon, il n'y a aucune chance que ce soit, a priori, c'est compliqué. Vis-à-vis de la gauche. Mais il y a des minimales. Sur les critères de régularisation, par exemple, LR a fait des demandes pour durcir les conditions de regroupement familial, par exemple. Voilà, ça, c'est des choses que s'il le voulait, Lecornu pourrait faire. Ça peut être la politique des visas, enfin, je veux dire, ça peut être des choses comme ça, obtenues par le ministre de l'Intérieur. Et alors, Pascal, qu'est-ce qu'il pourrait donner en échange au Parti socialiste parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un thème central qui reste quand même un combat pour l'ensemble de la gauche et du Rassemblement national, c'est les retraites. Donc de revenir à l'âge de départ à la retraite à 62 ans, c'est la fameuse taxe Zuckman, et puis ces différentes modalités fiscales. Voilà, si vous voulez, les socialistes ont déposé un contre-budget. Donc on voit bien les mesures sur lesquelles ils voudraient voir avancer un éventuel gouvernement afin de persister dans une attitude d'abstention bienveillante, je n'ose à peine utiliser le terme, puisque tout de même, à 2 reprises, les socialistes ont joint leur voix au Rassemblement national et à LFI. Donc, méfions-nous là aussi. Mais enfin, il y a d'abord, ils ne sont pas d'accord sur le constat. Vous savez que l'ampleur de l'effort tel que François Bayrou l'avait fixé, c'est 44 milliards. Eux disent non, une vingtaine de milliards. Ouais. Donc on voit bien comment on pourrait, sur ce constat, essayer de trouver une voie moyenne. Les socialistes aimeraient bien amener l'effort annuel vers 20 milliards et ça m'étonnerait que Sébastien Lecornu accepte d'aller là, mais il peut abandonner l'objectif de 40 milliards et quelques. Il y a deuxièmement la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, en l'état, c'est inadmissible pour la majorité et pour la droite. Mais alors on peut bricoler quelque chose qui aurait des allures de taxe Zuckman sans en être véritablement une. Vous voyez, donc ça, c'est un deuxième point sur lequel... Et puis après, il y a le dossier des retraites. Mais là, si on accepte de réouvrir le dossier des retraites, c'est véritablement un rétropédalage. Et on a vu que sur ce dossier, ni Michel Barnier, ni François Bayrou, en dépit de la démarche du conclave, n'avaient rétropédalé. Donc on voit mal l'actuel Premier ministre rétro-pédaler là-dessus, en dépit des demandes de la gauche politique ou syndicale. Madame Binet, par exemple, a dit encore qu'elle comptait bien qu'on revienne sur les dossiers des retraites. Et puis n'oublions pas tout de même quelque chose d'essentiel, c'est la notation. Ouais. Fitch a baissé la note de la France, ouais. Et là, c'est pas simplement, si vous voulez, les partis politiques, à la limite l'opinion publique, c'est le monde financier, les investisseurs, nos partenaires qui nous regardent. Et donc on ne peut pas baisser la garde de manière trop imprudente sur ce terrain. C'est-à-dire que le taux du crédit va augmenter. Mais bien sûr, et ça, c'est le Premier ministre et ses options qu'en est avant tout responsable. Guillaume ? Oui, tout à fait. Le débat, et ça qui occupe les esprits de Sébastien Lecornu et puis de tous ceux qui négocient, c'est que tout le monde dit que l'instabilité a un coût.
Bon, et c'est vrai que l'instabilité politique, c'est-à-dire que le fait que les gouvernements tombent les uns après les autres, crée de la méfiance dans l'opinion, mais crée la méfiance des investisseurs, des marchés, etc. Donc c'est un coup terrible. Donc on dit, il faut à tout prix de la stabilité politique. Mais si cette stabilité politique se paye d'un prix budgétaire qui est plus lourd encore que les conséquences qu'on veut éviter, on peut se demander jusqu'où ça va aller. Bien sûr. Et sauf que le point là, on dit, voilà, Bayrou disait 45, le PS dit 20, 22. 20, et Yael Braun-Pivet, encore ce matin, dit, faisons 35. Bon, voilà, pourquoi pas. Bon, mais il ne faut quand même pas oublier que les 45 milliards de Bayrou n'étaient qu'un plancher et qu'une première étape dans le but d'une trajectoire qui était censée... En 2019, En 2029. 29, pardon. Oui, 2019, malheureusement, on a laissé passer le 2029 pour revenir à 3%. Voilà. Oui, bon, sachant encore que les fameux 3%, le vrai pacte de stabilité, c'est pas 3%, c'est 3% avant d'arriver à zéro. C'est-à-dire qu'on en est, bien sûr. on en est encore très loin, et même, c'est un peu technique, mais si on n'est pas à 3%, les États sont censés faire des efforts supplémentaires de réduction de la dette le temps d'y arriver. Donc, même les 45 milliards de Bayrou, on était en dessous de ce qu'il fallait. Donc, si on finit à 35 ou 30, ou a fortiori 25, là, on n'est pas prêt de s'en sortir. Et je pense que cette concession politique, outre qu'elle aura des conséquences politiques également, parce qu'on voit bien qu'arrivera un moment où la droite ne pourra pas suivre, s'ajoutera un coût budgétaire qui sera, je pense, assez dramatique pour le pays. Et puis, alors, il y a des réformes qui ont été initiées et lancées par Emmanuel Macron, qu'il avait annoncé, qui sont si on y touche, ça veut dire qu'il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus de bilan. Oui. Notamment l'âge de départ à la retraite. Alors c'est tout ce... Et puis des aspects fiscaux comme le plafonnement de la fiscalité sur les biens mobiliers. Ça fait partie du package Macron, en gros. Il ne veut pas effectivement qu'on touche à l'acquis de sa politique économique et fiscale. Donc en effet, ça va de la réforme des retraites jusqu'à la flat tax sur les revenus financiers, en passant par cette politique de l'offre favorable, qui favorise l'attractivité de la France pour les entreprises. Il y a quand même une évolution à noter dans le camp présidentiel ces derniers mois, des choses qu'on n'entendait pas du tout avant l'été. La plupart des partisans d'Emmanuel Macron, qu'ils soient députés, ministres, commencent à dire publiquement qu'il va falloir faire un geste, qu'il va falloir lâcher du lest fiscal. Exactement pour les raisons, le calcul coût-avantage qu'évoquait Guillaume. Pour eux, c'est la stabilité politique avant les conséquences économiques. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas retourner en circonscription le week-end avec à nouveau un gouvernement qui est tombé, à nouveau un Premier ministre à nommer, à nouveau un casting dont les gens commencent à se désintéresser complètement en se disant ils sont tous fous. Une espèce de fatigue. Et ça, c'est un tournant. Et même à l'Élysée, on commence à envoyer des signes, même si pour l'instant ils ne sont pas précis. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron sait désormais, il semble avoir intégré qu'il va falloir faire une entaille, même symbolique, à cette politique de l'offre. Sauf que soit il a une idée en tête et ne veut pas la dévoiler, soit il ne le sait pas et charge à Sébastien Lecornu de voir d'abord avec les socialistes, mais aussi avec les républicains, parce que c'est eux qui diront oui ou non, ça passe ou ça passe pas, de lâcher ce lest fiscal à la gauche. Ça ne nous dit pas évidemment ce qui va être fait, dans quel délai ça va être fait et l'ampleur de ce qui va être fait, puisqu'il a fort à parier que le Parti socialiste, qui se considère vraiment en ce moment comme le faiseur de roi, ne se contentera pas de symbolique. Donc ce début d'évolution ne nous donne pas la voie vers la porte de sortie. Mais c'est un vrai tournant chez les troupes présidentielles. Jusqu'au gouvernement de Michel Barnier et François Bayrou, c'était niet. On ne touche pas à la sacro-sainte politique fiscale, à la politique de l'offre, à tout ce qui a été mené depuis 2017, parce qu'Emmanuel Macron considère que c'est son principal accomplissement et son principal succès ces 8 dernières années. Et puis, Pascal, alors quelle est l'influence que peuvent avoir, parce qu'ils étaient assez discrets jusque-là, mais les syndicats, d'ailleurs, qui appellent à un mouvement le 18 septembre, jeudi prochain. Alors les syndicats, ça c'est les syndicats de travailleurs, mais il y a les agriculteurs qui, après le 25 septembre, je crois, appellent aussi à un mouvement. Il y a quand même les forces vives de la nation, là. Bien sûr, on sait l'état des partis, et les partis de l'extrême gauche à l'extrême droite ne se portent pas bien. On en parle beaucoup, ils sont très actifs, mais ils ne représentent pas grand-chose. Donc il reste en effet d'autres
d'autres corps intermédiaires, parmi lesquels le mouvement syndical, le MEDEF, qui est de plus en plus présent, en particulier sur le terrain fiscal, et qu'on voit toute une série de signaux forts en disant « attention, pas de rétropédalage intensif sur le terrain fiscal ». Il y a bien sûr l'agitation du monde agricole, et là on sait que ça peut prendre des proportions tout d'un coup, comme un coup de sang. Il peut y avoir un mouvement de blocage avec la FNSEA et d'autres acteurs du mouvement syndical agricole. Et puis, il y a l'interrogation que l'on a sur la journée du 18. Parce qu'au fond, on a enjambé le 10. Bloquons tout, on était loin d'avoir tout bloqué. Ouais. Heureusement, d'ailleurs. Bon, voilà. Alors que ça risque d'être le cas le 18. Mais le 18, en effet, on va voir. En tout cas, sur les transports, il va certainement y avoir des blocages que l'on n'a pas connus lors du 10. Et puis on voit bien que c'est un mouvement qui va être plus large syndicalement, parce que les syndicats qui soutenaient le 10, c'était les syndicats véritablement de la gauche de la gauche. Sud, Solidaire, etc. La CFDT avait dit que pour elle, la perspective de bloquer n'était pas un projet en tant que tel, que ça n'avait pas de sens de bloquer tout un pays. Là, en revanche, le 18, on va avoir un indicateur de la fièvre sociale et éventuellement de voir si à la protestation politique ne s'ajoute pas une protestation sociale. Est-ce que, oui ou non, ces différentes protestations vont s'agréger ou non? Personnellement, je ne le crois pas. Ouais. Mais je peux me tromper. Et c'est ce qu'attend en particulier la gauche de la gauche, qu'il y ait, comme dans son jargon, il y ait une convergence des luttes, ouais. Et que ça mette de plus en plus le dos au mur pour à la fois le gouvernement et pour le président de la République. Mais à mon avis, nous n'en sommes pas encore là. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. La perspective de la dissolution est, si la crise s'accentue, la perspective la plus évidente. La perspective de la démission ou d'un président qui serait acculé à la démission, je ne vois pas très bien, sauf dans les rêves les plus fous de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Alors, Claire, je vais vous demander de jouer les pitis. Un gouvernement pour quand? Après la chute de... Ah non, non, ah oui, parce que pour le moment, on a un Premier ministre, mais on n'a pas de gouvernement. À mon avis, jusqu'au 18, il ne faut pas trop s'attendre à de réels Parce que là, mercredi, je crois qu'il reçoit le Rassemblement national, il reçoit le Parti socialiste. Demain, c'est le Parti socialiste. Demain, c'est le Parti radical, je crois, non? Là, je n'ai pas tout l'agenda en tête, mais il me semblait que les socialistes sont en milieu de semaine et qu'ils doivent recevoir, de toute façon, dans les jours qui viennent, l'ensemble des forces politiques représentées. Voilà, donc on entre dans la fameuse semaine des négociations. Après, il va y avoir ce grand mouvement social qu'il va falloir jeudi prochain gérer. Donc, l'évidence serait au moins de garder le gouvernement en place, notamment Beauvau, pour pouvoir gérer cette journée. Ceux qui gèrent les affaires courantes, ouais. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses, mais ce que vous en pensez, mais à partir de là, je pense que ça pourrait aller très très vite, vu comment ça prend, si ça... Il y a une borne institutionnelle qui est quand même la présentation du budget. Ah oui, qui est le 2 octobre. Alors, le budget doit arriver en discussion à l'Assemblée à partir, je crois, du 13 octobre. 13 octobre. Et statutairement, institutionnellement, il faut un ministre au banc pour la discussion budgétaire. Mais ensuite, ce projet de budget, il y a tout un planning de rétropédalage. Il doit être présenté devant le Haut Conseil des finances publiques le 2 octobre. Et le 2 octobre, ça coïncide avec la reprise de la session parlementaire. Voilà. Donc, ce début de la semaine, donc, je crois que c'est un lundi, le 2 octobre. Oui. Bon, c'est pas lundi prochain, c'est le lundi d'après. Devait être le moment où, potentiellement, le Premier ministre Sébastien Lecornu pourrait faire son discours de politique générale, et ce serait mieux qu'il ait un gouvernement à ce moment-là. Tout ça, ça nous renvoie au milieu de la semaine prochaine, sachant que ce qui se dit beaucoup, c'est que, on nous dit déjà que sur les grandes fonctions régaliennes, il faut de la continuité. Il n'y aurait pas de changement. Donc, fonctions régaliennes, c'est Retailleau à l'intérieur, c'est Darmanin à la justice, c'est Barrot aux affaires étrangères. Évidemment, on fera trouver quelqu'un pour la défense, puisque ça aussi, Emmanuel Macron... Il peut cumuler les deux. Alors,
il le peut. C'est arrivé dans l'histoire, si ma mémoire Raymond est bonne. Barre, Raymond Barre pour finance. l'économie. Ouais. Mais pour la défense, c'est arrivé, alors, pardon de la référence un peu historique, mais Édouard Daladier en 1938, qui était président du Conseil et membre. C'est arrivé dans le dernier gouvernement de la 4ème République en 1958, un certain Charles de Gaulle, qui était président du Conseil et ministre des Armées. Et ensuite, c'est arrivé, mais de manière très ponctuelle. En 1993, Pierre Bergovoy était Premier ministre et Pierre Joxe, qui était ministre de la Défense à ce moment-là, a été nommé in fine premier président de la Cour des comptes. Donc il y a eu un intérim d'un mois, c'est-à-dire qu'on était un mois pour les élections. Pierre Bergovoy. On n'a pas noué, donc Pierre Bergovoy a fait l'intérim, mais c'était juste un intérim. Mais là, Emmanuel Macron a fait savoir clairement qu'on n'était pas dans une logique de cumul et que donc il y aurait bien un ministre de la Défense qui serait nommé. Alors, on cite beaucoup le nom de Catherine Vautrin. Oui. Bon, là, on cite beaucoup le nom de Jean-Louis Thiriot, qui avait été son ministre délégué auprès de Sébastien Cornu. Et les deux hommes s'étaient très bien entretenus, avaient très bien travaillé ensemble. Bon, mais on sait que la défense, c'est un poste de confiance pour le président. Et ça, j'allais dire, c'est pas Sébastien Lecornu, c'est Emmanuel Macron qui va choisir le ministre de la Défense. Bien sûr. Le ministre des Armées, comme on dit maintenant. Bien sûr. Alors, une autre inconnue, enfin, qui n'est pas si inconnue que ça quand même, c'est l'attitude du Rassemblement national. Pour vous mettre en bouche, je vous invite à écouter ce que disait hier Madame Le Pen. Je vous sens impatient. Mais c'est vrai que la seule solution pour ça, à court terme, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette décision, elle appartient au président de la République. C'est cela qui rendra à la France une majorité claire et un gouvernement enfin aligné sur les demandes du peuple, enfin aux exigences des Français. Alors là, on la voit dans une version plutôt assez arrondie, on va dire. Il y a des versions beaucoup plus directes où elle appelle même aussi à la démission du président de la République. Est-ce que, Pascal, c'est irrémédiable? Écoutez. Je parle de la dissolution, là. Oui. Non, ça n'est pas irrémédiable. Laissons sa chance au Premier ministre de la dernière chance. Voilà. Mais c'est une solution de sortie sous la Ve République quand il y a une crise. Et à ce moment-là, la dissolution retrouve, j'allais dire, son usage originel, c'est-à-dire une dissolution pour répondre à la crise. Ce qui n'était pas le cas il y a... Voilà. En mai 68, il y a un an et crise demi majeure. Le général de Gaulle va dissoudre l'Assemblée nationale et demander en juin aux Français de se prononcer par des législatives et les Français lui apporteront un soutien massif. À mon avis, aujourd'hui, le président de la République n'aurait certainement pas le soutien massif apporté au général de Gaulle en 1968. Mais en écoutant Madame Le Pen, c'est intéressant parce qu'elle appelle une fois de plus à la dissolution. Parce que rappelons que déjà, au soir des Européennes, c'était le Rassemblement national qui appelait la dissolution. Ça devient presque une manie, quoi. Hein, on appelle sans arrêt à la dissolution. Et elle dit, voilà, enfin le peuple va se prononcer. Mais attendez, aux dernières élections, en 24, hein, c'était hier, le peuple s'est prononcé. Et est-ce que le peuple, d'ailleurs, se prononcera différemment de la manière dont il s'est prononcé aux dernières élections législatives? C'est à voir. Donc, Madame Le Pen attend beaucoup de cette dissolution. Attendons pour voir. C'est les Français qui, à ce moment-là, auront la réponse à la crise dans les mains. Et est-ce que ça évoluera suffisamment pour que les blocs bougent à l'Assemblée et qu'à ce moment-là, on puisse envisager une sortie de crise? Ou est-ce que ça sera d'une certaine manière le gel? Et vous, d'après Et à ce moment-là, une reproduction. Pour l'instant, les enquêtes montrent que des législatives anticipées ne feraient pas en sorte qu'une force politique aurait la majorité. Toutes les forces politiques... Pas de majorité absolue. Pas de majorité absolue, loin de là. Loin de là. Il y aurait certainement, apparemment, une trentaine de députés en plus pour le Front National, mais ça ne lui permet pas de gouverner. Il faudrait que lui aussi, il trouve des alliés. Il peut être appelé, par exemple, à Matignon, mais après, il faudra bien trouver une majorité pour gouverner. Et c'est lui qui, à ce moment-là, sera devant la tâche à laquelle s'attelle en ce moment monsieur Sébastien Lecornu. Hein. Les lendemains ne seront pas forcément faciles pour le Rassemblement national. Alors, il y a un calendrier judiciaire aussi. Est-ce que c'est le calendrier judiciaire de Mme Le Pen qui motive, d'une certaine façon, aussi
son empressement. Alors, elle appelait à la dissolution avant de connaître la date de son procès en appel, Oui, qui a lieu de au mois de janvier. 13 janvier, et ça durera un petit mois, à partir de la mi-janvier 2026. Oui. Déjà, sur le calendrier électoral tel qu'il est maintenant, ce procès vient un petit peu percuter la préparation des élections municipales qui auront lieu en mars, avec un enjeu pour le Rassemblement national qui veut conquérir des municipalités en plus, notamment dans le sud. On sait qu'il cible certaines grandes villes ou villes moyennes. Donc pour l'instant, à date et à calendrier électoral fixe actuel, il y a cette équation-là. Le public, la base du Rassemblement national est très peu sensible à son agenda judiciaire, puisque le sympathisant RN lambda, j'allais dire, standard, considère que c'est une persécution du système contre Marine Le Pen, et donc il ne va pas, ça ne va pas le dissuader du tout dans son vote. Ça peut peut-être plus jouer sur des gens qui sont à la limite, vous voyez, qui sont tentés par un vote Rassemblement national, mais qui attendent encore des gages de notabilisation, de respectabilisation. Il est évident qu'une accumulation de procès n'irait pas dans ce sens-là. Après, il est certain que Marine Le Pen et Jordan Bardella appellent à la dissolution et ou à la démission du président de la République, indépendamment de leur calendrier judiciaire. Pour l'instant, c'est encore ce que dit Marine Le Pen à Bordeaux hier, avec cette force qu'elle a, qui est d'avoir un candidat de substitution si jamais ça n'est pas elle. Je rappelle que s'il y a dissolution, Marine Le Pen ne peut pas se présenter non plus aux élections législatives. Donc elle perd sa place à l'Assemblée nationale, sous réserve de non-aboutissement d'une procédure juridique qu'elle veut intenter devant le Conseil constitutionnel, mais qui n'a pas énormément de chances d'aboutir. Sur le papier, elle perdrait donc sa place à l'Assemblée nationale avec impossibilité de se représenter, mais en ayant sous le coup d'un Jordan Bardella qui, lui, pourrait se présenter pour avoir une place à l'Assemblée nationale. Pour conclure, il y a aussi un risque quand même à appeler à une nouvelle dissolution. La campagne express de l'été 2024, après la dissolution prononcée par Emmanuel Macron, je rappelle que le Rassemblement national ne l'a pas gagnée. Et que certaines déclarations de Jordan Bardella, qui était le chef de file de cette campagne, parce que c'est lui qui était le candidat, entre guillemets, à Matignon du Rassemblement national, ont pu semer le trouble. On ne savait plus très bien quelle était la position, par exemple, du parti sur la retraite, sur l'âge de départ à la retraite. Et à la fin, ça se termine par le barrage, avec la gauche et les macronistes qui s'entendent dans beaucoup d'endroits pour empêcher l'élection de beaucoup de députés RN, et donc une majorité qui aurait éventuellement permis au RN de gouverner. Pascal Perrineau l'a dit, pour l'instant, à ce stade, il est permis de penser qu'une nouvelle élection législative ne donnerait pas un résultat foncièrement différent de celle d'il y a un an et demi. Ça veut dire que sur le papier, le Rassemblement national aura à nouveau perdu une opération de conquête du pouvoir. Le perdre 2 fois en 2 années ou en 2 années et demie, ça pourrait quand même impacter un petit peu la dynamique, une dynamique de conquête, que tentent d'impulser les dirigeants du Rassemblement national. Et en plus, pour parachever tout ça, Jordan Bardella a dit lui-même que s'il n'avait pas la majorité absolue, donc suffisante pour gouverner, il n'irait pas à Matignon. C'est clair ça, parce que là au-dessus, il a flotté là-dessus. Hein, il le dit un peu moins fort aujourd'hui qu'il le disait hier, c'est clair. Parce que précisément les perspectives montrent que l'idée d'une majorité absolue est quand même plus compliquée à atteindre, même si une fois encore, avec le scrutin majoritaire, parfois, un déplacement d'un curseur en voie très léger fait basculer beaucoup de sièges. Et la grande différence entre d'éventuelles législatives qui auraient lieu après une nouvelle dissolution, c'est pas tant que l'équilibre des forces serait modifié en tant que tel, genre que peut-être que le RN passerait à 35% au lieu de 33%, comme ça. Bon, mais c'est que cette fameuse stratégie du Front républicain avait conduit, non pas à dire il faut voter contre eux, mais à retirer des candidats. Bon, donc forcément. Quand on retire des candidats, mécaniquement, ça favorisait, donc en l'occurrence des députés LFI, des députés LR. Il faut quand même dire que sur les 46 députés LR qu'il y a aujourd'hui, combien n'auraient pas été élus si les macronistes n'avaient pas retiré leurs candidats? Peut-être même que Laurent Wauquiez lui-même dans ce cas-là, et c'était le cas également du malheureux Olivier Marleix, qui était dans une situation très menacée par le RN et qui a bénéficié du retrait des autres candidats qui lui a permis de l'emporter. Donc s'il y a ça qui joue, si les alliances sont plus difficiles à gauche, s'il n'y a plus de retrait de candidats du bloc central au profit de gens de la gauche ou inversement, là, les curseurs peuvent bouger beaucoup. Mais je suis d'accord avec Pascal, ça ne suffira peut-être pas quand même à aller jusque-là. Donc, se pose la question de l'alliance. Alors, c'est là qu'on repartira d'un nouveau feuilleton. C'est là que LR sera à nouveau confronté à une question. C'est-à-dire que LR, qui était dans l'opposition à Emmanuel Macron,
a fait le pari en 2024 de dire, allez, on accepte de rentrer au gouvernement. C'était pas gagné, hein, c'était Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez étaient quand même des opposants résolus à Emmanuel Macron. Ils ont fait ce pari gagnant pour l'instant pour Bruno Retailleau, mais on va voir jusqu'où ça va déboucher. Si on est dans une configuration, mais là on est en train de faire de la politique fiction, ou avec une très très forte poussée du RN au sein de l'Assemblée nationale et une majorité s'approchant de la majorité mais ne l'atteignant pas, là, que fera LR? C'est une autre question. Et les électeurs LR sont partagés aussi. Pour faire bref, une moitié leur dit « faites alliance avec le RN », et une moitié leur dit « faites alliance avec le centre ». Bon, Sébastien Lecornu, j'espère que vous étiez devant votre téléviseur pour avoir tous les conseils. Cette soirée est importante pour vous. Alors, on va passer au coup de griffe et au coup de cœur. On va commencer par les coups de cœur, par les coups de griffe, tiens. Allez. C'est plus agréable de finir par une douceur. Et on va commencer par le salé. Alors, Louis. Alors, le salé, coup de griffe sur la première visite primo-ministérielle de Sébastien Lecornu ce week-end. Il est allé à Mâcon visiter des acteurs de la santé territoriaux en Saône-et-Loire. Et alors, la presse locale, le journal de Saône-et-Loire, justement, relatait l'ampleur immense du dispositif de sécurité qui a été déployé pour un Premier ministre qui est quand même relativement inconnu, donc ce n'est pas la cible numéro 1, si vous voulez, des gens qui auraient manifesté leur mécontentement dans la rue. Et ce qui, relatait la presse locale, a empêché les habitants même d'aller au contact, de voir le Premier ministre, qui était encerclé par ce cordon de sécurité et puis par tous les élus, les notables, les gens qui l'accompagnaient. Donc pour quelqu'un qui arguait de sa proximité avec l'échelon local, qui a accordé sa première interview à la presse quotidienne régionale, il se trouve que localement, régionalement, les gens n'ont pas pu le voir. Je trouvais que ça envoyait un signal, un petit signal qu'il corrigera sans doute, mais ça envoyait un signal qui n'était pas tout à fait raccord avec le message qu'il voulait porter. Tout à fait. Et alors, le coup de cœur? Le coup de cœur, ça concerne aussi sa visite ministérielle, on va équilibrer un petit peu les choses. Il l'a consacré à la santé, et aujourd'hui il y a un autre mini-événement politique, il y a un groupe transpartisan sur les déserts médicaux qui se réunit à Laval, en Mayenne, avec des gens de tous les partis, mais pas la France Insoumise et pas le Rassemblement National, qui se réunissent pour tenter de pousser le sujet des déserts médicaux. Et le fait que ça soit quand même mis au-dessus de la pile est significatif à mes yeux, pas parce que c'est une priorité encore plus importante que les autres. Il y a plein de priorités en France, plein d'urgences, on le sait. Mais je trouve que les déserts médicaux, c'est peut-être le sujet, le problème français qui symbolise le mieux le hiatus entre Paris et les territoires. Parce que les décideurs à Paris ne se rendent pas toujours compte de ce qui est une réalité dans quasiment tout le reste de la France, y compris dans les grandes villes, qui est l'impossibilité d'avoir un rendez-vous médical dans les 3 jours qui viennent, par exemple. Dans le département de l'Eure, celui de Sébastien Lecornu, il y a un ratio de médecins par habitant qui est terrifiant. Les gens sont obligés de faire des dizaines de kilomètres pour aller trouver un médecin, a fortiori quand c'est un spécialiste. Donc je crois qu'il était important que le Premier ministre en parle, même si, encore une fois, ça n'est pas le seul sujet d'urgence. Alors, le problème, c'est que les maisons existent souvent, c'est les médecins qui manquent pour mettre dans Exactement, et comme ça dépend d'un numerus clausus fixé il y a des années, il faut encore attendre pour que les nouvelles cohortes d'étudiants en médecine arrivent sur le marché. Donc c'est surtout une question de temps, malheureusement, et la politique reste impuissante pour cette raison-là. Claire. Donc le coup de griffe va à Marine Tondelier. D'accord, la patronne du parti Les Écologistes. Voilà, qui accepte de rencontrer Sébastien Lecornu, mais pour lui dire qu'il n'a rien à faire là. Est-ce que c'est au toit de là que je m'y mette? Non. Oui, voilà. Donc je sais pas, si j'allais à un dîner chez quelqu'un que je n'ai pas trop envie d'être là, c'est quand même très révélateur, au-delà de cette bizarrerie, c'est très révélateur de ce confort politique dans lequel se mettent les écologistes, c'est-à-dire on n'est pas aussi radicaux que LFI, mais on n'est pas aussi conciliant que le Parti socialiste. Et du coup, ça donne une phrase très originale quand on est reçu à Matignon. D'accord, ouais. Et mon coup de cœur va à notre confrère et collègue Wally Bordas, qui publie jeudi... journaliste au Figaro. Voilà, journaliste au Figaro, qui est notre journaliste parlementaire, et qui publie son 2e ouvrage sur l'Assemblée nationale, très bien titré Palais Bourbier, où vraiment vous découvrirez toutes les coulisses, pas toujours glorieuses, et parfois plutôt décentes et très intelligentes de la vie de nos députés. C'est chez Taillandier, non? Chez Robert Laffont. Robert Laffont, je ne voyais pas l'éditeur. Donc c'est vraiment, ça doit être haut en couleur.
Ah oui, alors Wally passe ses journées, ses nuits, pas ses week-ends parce que c'est fermé à l'Assemblée, mais s'il pouvait, il le ferait, donc c'est une très bonne lecture. Voilà. Guillaume. Alors mon coup de griffe, il concerne le sort qui est réservé en Belgique à un jeune chef d'orchestre, de nationalité israélienne qui s'appelle Lav Shani. Ah oui. Juste pour comprendre, Lav Shani, il a une trentaine d'années. C'est une très grande baguette en devenir. C'est formé à l'école Barenboim et il prend la tête d'un des grands orchestres allemands, l'orchestre de la Philharmonie de Munich, avec lequel il fait une tournée européenne. Il sera d'ailleurs à Paris demain soir, au Théâtre des Champs-Élysées, dans un très propre programme. Et il devait aller en Belgique dans cette tournée européenne. Et figurez-vous que les instances est-ce que c'est l'Opéra de Bruxelles, en tout cas de la salle qui devait l'accueillir, a tout simplement, au dernier moment, dit non, nous ne l'accueillons pas. Ah. Pourquoi ? Parce que, à leurs yeux, il n'aurait pas été assez clair dans sa condamnation de la politique israélienne à Gaza. Vous voyez, on en est là aujourd'hui, un très grand artiste, interdit de faire de l'art, non pas parce qu'il est mauvais, non pas parce qu'il aurait dit des propos scandaleux ou parce qu'il aurait commis un délit, mais tout simplement parce qu'il est suspecté de ne pas être sur la ligne qu'un certain nombre de gens veulent lui imposer. Je trouve que c'est une dérive absolument inquiétante, qui n'est pas surprenante quand on voit aujourd'hui la manière dont ce conflit... on le voit aussi en Espagne. Voilà, un partout, avec l'interruption du Tour d'Espagne. Voilà. Comment maintenant, au-delà même du débat politique, et finalement, le sport ou l'art sont prisonniers, sont victimes de cette question. Je trouve ça absolument déplorable. Détestable. Et le coup de cœur. Et du coup, mon coup de cœur est beaucoup plus léger, beaucoup plus cocardier. C'est la très belle victoire de Jimmy Gressier hier sur le impressionnant. Sur le 10 000 mètres, donc 10 km. Il a couru en 28 minutes. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Bon. Et cette course, alors d'abord, parce que voilà, moi je vis toujours quand je vois ces courses d'athlétisme, et en plus, on voit bien dans toute la course, il n'est pas dans le peloton de tête au départ, et puis on voit progressivement, et notamment dans le dernier tour, effectuer cette remontée absolument spectaculaire. Surtout vis-à-vis de grands spécialistes, les Éthiopiens. Il n'était clairement pas le favori, et cette arrivée absolument superbe. Voilà, donc c'est une occasion de se réjouir. Bravo à lui. On vous lirait demain dans le journal Le Figaro, évidemment, le portrait de ce grand champion. Pascal. Alors, moi, mon coup de griffe, c'est le duo infernal que l'on voit régulièrement dans les prises de parole au Kremlin du ministre des Affaires étrangères, Lavrov, et de sa porte-parole, une blonde avantageuse. Maria Zarakova. Maria Zarakova. Qui est une militante absolument hallucinante et qui utilise ce terme. Et on s'aperçoit en effet que la culture du mensonge, qui était si forte dans la Russie soviétique, a de beaux restes, où il parle en effet de l'Ukraine en disant le régime néo-nazi de Kiev. Voilà. Véritablement, on les entend et on se dit mais c'est pas possible, quoi. Eh ben c'est vrai. C'est pas possible. Et c'est vrai, c'est répété à peu près tous les jours. Mon coup de cœur, c'est du côté de Marseille, la personnalité de ce médecin des quartiers nord de Marseille, Saïd Ouichou, qui fait un travail depuis des années absolument hallucinant dans un centre de santé qu'il a créé dans le 15e et 16e arrondissement de Marseille et qui a décidé de se lancer en politique. Et je crois qu'à l'heure où il y a, on le voit pour les prochaines municipales, une fatigue énorme des appareils politiques classiques. Il y a ici et là, ici à Marseille, mais il est en train de se passer quelque chose à Bordeaux, un peu du même type, bien sûr à Lyon, avec la candidature de Aulas. Bordeaux, Philippe de Sertine. Voilà, Philippe de Sertine. Il se passe des choses tout à fait intéressantes d'hommes et de femmes de première qualité qui vont tenter leur chance, et c'est peut-être une manière de répondre à ce désarroi vis-à-vis de la politique que nombre de Français partagent. Et voilà, espérons qu'ils se tourneront vers ces figures nouvelles qui sont des figures qui sont enracinées dans la réalité municipale. Eh bien, souhaitons-leur bon courage et plein de succès. Merci à tous les quatre, merci à vous tous pour cette première édition de la saison consacrée à Sébastien Lecornu. Mon petit doigt me dit qu'on va reparler de Sébastien Lecornu dans les semaines à venir, dans le club politique. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous à lundi prochain, comme tous les lundis.
Bonne soirée.